Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors on va parler aujourd'hui d'un sujet qu'on a déjà évoqué par petites touches lors de nos précédents podcasts. Et cette fois-ci, on se lance complètement sur un podcast dédié entièrement au serverless. Alors le serverless, c'est quoi ? Donc c'est un paradigme informatique qui est en fait souvent mal compris, mais dont on parle de plus en plus en ce moment. Et voilà, pour un peu démystifier le truc, serverless, effectivement, sa définition native, c'est sans serveur, mais on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Donc on va justement essayer au mieux de débiller le sujet pour que ce soit un peu plus limpide pour tout le monde. Pour tout vous expliquer, j'ai avec moi autour de la table, comme d'habitude, Philippe. Salut. Arthur. Bonjour. Et aujourd'hui, les invités sont Thomas. Salut. Nathan. Salut. Et Théo. Bonjour à tous. Pour démarrer, on va faire une petite définition comme d'habitude. Philippe, je te laisse l'honneur. Allez, c'est moi qui m'y colle. Alors le serverless, comme son nom l'indique pas, ça fonctionne avec des serveurs. Alors non, juste, c'est une blague. Serverless, la traduction littérale, c'est facile, hein, c'est sans serveur. L'idée derrière ça, c'est d'avoir du code qui s'exécute sans avoir à gérer les serveurs. Donc en fait, si on devait retenir une seule définition et une définition assez simple, c'est être capable d'exécuter du code, donc du code de développement, mais sans avoir à se soucier de toute la stack qui est en dessous de nous. Comment c'est arrivé, le serverless ? Alors, c'est arrivé de manière assez récente. Enfin, finalement, ça suit un peu la trajectoire logique qu'on avait eue depuis quelques années. Depuis quelques années, si je remets un peu en perspective, on avait introduit tout ce qui est notion de virtualisation, notion de conteneur et tout ce qui est dockerisation, toutes ces choses-là. Et en fait, le serverless, c'est un petit peu le dernier étage de cette fusée-là, c'est-à-dire de ne plus avoir à s'occuper du runtime. Le runtime étant ce que vous appelez votre PHP, votre Node.js, votre Wi-Fi, votre Java, tout ça. Ça, c'est ce qu'on runtime. Et l'idée, c'est de ne plus avoir ou moins avoir à s'en occuper. Et comment c'est arrivé finalement le besoin de se dire, tout ce qui est runtime, comme tu dis, on a peut-être plus envie de s'en occuper, ou en tout cas, c'est plus nécessaire de le faire en tant que développeur. Alors, je pense pas que la réflexion, elle se dire c'est pas forcément une réflexion d'avoir la flemme de pas s'en occuper. C'est de se dire, est-ce qu'on peut créer une façon de faire pour que ça soit plus simple de le gérer. Donc c'est plutôt dans cette approche-là. L'idée derrière cette idée-là, il faut le remettre dans la perspective du cloud. C'était l'idée de créer et de rendre à disposition de tout le monde une puissance de calcul quasiment infinie à n'importe quel mec dans sa chambre. Voilà. Si on reprend l'historique un peu avant 2006, avant l'arrivée de tout ce qu'on peut faire chez AWS, globalement, pour avoir de la puissance de calcul, pour avoir des choses à faire, il fallait avoir des serveurs quelque part. Donc les grosses entreprises avaient la capacité de se créer des data centers. Par contre, le particulier qui voulait lancer sa start-up, il n'avait pas les moyens de le faire. Et dans cette mouvance-là, ils ont réfléchi à comment rendre facilement accessible la possibilité d'exécuter du code. Et l'une des manières les plus simples d'exécuter du code pour un particulier, c'est d'utiliser du serverless. Et à partir de là, le mouvement a démarré et on est rentré dans cette logique de virtualisation, peut-être à outrance, on en discutera peut-être plus tard. Peut-être un peu trop massive. C'est quoi finalement, comment ça marche concrètement par rapport, si tu peux notamment faire la différence avec comment est-ce que vous faisiez avant, donc une fois que tu avais ton application, peut-être tu réservais ta web sur OVH ou autre, mais... Ouais, alors je pense qu'on va revenir on va attaquer quelques définitions. Il faut passer par là pour comprendre ce que c'est que le serverless et le mettre en perspective historique. Globalement, historiquement, on l'a dit, on avait des serveurs physiques chez nous et on installait tout chez nous. On installait le système d'exploitation sur une machine physique et on était à peu près content de ça. D'accord ? Ça a plein de limites, on le comprend pas facilement. Il faut avoir de l'électricité chez soi, il faut que le PC ne tombe pas en panne. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font que c'est problématique. Donc, il est arrivé le démarrage de tout ça. On a dit, est-ce qu'on pourrait pas regrouper nos serveurs dans des data centers qui soient manipulés par des professionnels ? Ça, c'est tout la première étape de la fusée qui est arrivée dans les années 2000. On a commencé à regrouper les choses un petit peu intelligemment. Et à partir de là, on se dit, est-ce qu'on pourrait pas le faire de manière programmatique ? C'est-à-dire ne pas s'occuper de la partie matérielle, mais on pouvait s'occuper que de la partie, j'ai envie de dire, logicielle des choses.
Et donc, on va commencer à introduire tout ce qui est le IaaS, donc vraiment tout ce qui est l'infrastructure as a service. L'idée derrière ça, c'est que moi, en tant qu'entreprise AxOpen, j'ai envie d'acheter de la ressource physique, des serveurs, mais j'ai pas envie de m'amuser à brancher des câbles réseau et Ethernet. Donc, globalement, c'est ça. Donc là, je vais être en IaaS, donc l'infrastructure as a service, c'est que j'utilise l'infrastructure de quelqu'un en tant que service pour moi. D'accord. Ça, c'est la première étape. Il y a encore beaucoup de clients qui sont dans cette étape-là. C'est vraiment, je vais travailler sur cette partie-là. Et après, à partir de là, on s'est dit, petit à petit, comme ça fonctionne bien, on va abstraire de plus en plus les couches pour que ça soit de plus en plus facile et accessible pour le kidam moyen. Parce que quand vous faites de l'IaaS, vous avez encore à gérer le système d'exploitation, le Windows, le Linux, faire les mises à jour de sécurité, le paramétrage et compagnie. Et en fait, c'est des tâches qui sont assez compliquées, surtout avec toutes les problématiques de sécurité qu'on a aujourd'hui. Et donc, on a remonté de l'IaaS vers le PaaS, le CaaS, donc les conteneurs, les plateformes, tout ça, jusqu'à arriver à le function as a service qui va nous occuper aujourd'hui, qui est le serverless. Ok. Juste en introduction pour expliquer ce que c'est que le CaaS et le PaaS, pour que les gens soient à peu près au clair sur ce que ça veut dire, parce que c'est globalement le CaaS qui est le conteneur as a service ou le platform as a service, c'est vraiment là où en sont la majorité des entreprises aujourd'hui. C'est-à-dire que la majorité des entreprises, elles ont des applications qui sont hébergées dans ce qu'on appelle globalement des conteneurs, donc des Docker, pour ne pas le citer, ou des cubes dans le Kubernetes, enfin peu importe, dans lequel vous allez mettre votre runtime. Votre runtime, c'est votre petite application, donc le code qui est réellement développé dans le runtime qui sert à le développer, le framework, le Node.js, compagnie, qui va s'exécuter au sein d'un conteneur, d'accord. Et le conteneur, il va être exécuté par l'hyperviseur de conteneurs, et c'est là où en fait toute la configuration va être faite. Mais en tant qu'utilisateur de ces conteneurs, donc Philippe Aubertin au sein d'AxOpen, quand j'instancie un conteneur, je ne m'occupe pas de savoir sur quel système d'exploitation ça marche et quelles sont les ressources physiques qui lui sont attribuées. Okay. Bon, c'est géré par ton provider. C'est géré par le provider, c'est ça. Okay. On déplace la responsabilité et la gestion du provider ou des fonctionnalités en fonction de ce qu'on utilise comme IaaS. Exactement. Alors on déplace, c'est un transfert de responsabilité. Pourquoi ? Et une des raisons aussi majoritaires par rapport à ça, c'est que toutes les entreprises n'ont pas la capacité d'avoir 50 bonhommes au service infrastructure. Et donc du coup, quand on met son petit conteneur chez AWS, chez Azure, chez Google Cloud Platform, ou peu importe l'hébergeur que vous avez, en fait, vous faites un transfert de responsabilité vers l'hébergeur et vous dites maintenant, c'est ton problème que le conteneur il marche. Moi, j'ai pas envie de m'en occuper. Le fait qu'il y ait des machines physiques, c'est plus mon problème. Et c'est vraiment ce transfert de responsabilité, comme tu l'as dit, Théo, qui est hyper important à comprendre. Et c'est pourquoi les entreprises sont prêtes à payer plus cher, parce que ça coûte toujours plus cher, mais payer plus cher parce qu'il y a ce transfert de responsabilité. Et pourquoi, tu dis aujourd'hui, sur l'échelle en tout cas de l'hébergement et tout ça, aujourd'hui, donc, tu as dit on est au niveau CaaS, PaaS dans la plupart des entreprises, et c'est quoi la step finalement qui reste à atteindre pour être au max sur l'échelle ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas parce qu'on rajoute des steps que finalement les steps d'avant ne sont pas utilisés. C'est-à-dire que, grosso modo, on utilise toujours l'IaaS de la même manière qu'avant, sauf que de plus en plus, on utilise des services pré-packagés ou packagés pour nous. L'étape d'après, qui est l'étape de function as a service, l'idée de la function as a service, alors on va peut-être rentrer un petit peu dans ce que ça veut dire. Quand on avait parlé tout à l'heure du runtime, c'est-à-dire que le runtime, on va plus l'utiliser, on va l'utiliser, mais on va plus le paramétrer nous-mêmes, et on va laisser le provider le faire. Donc, le service phare de tous ces function as a service, donc du serverless, c'est AWS Lambda. Donc, c'est des lambda qui ont été sortis par nos amis d'AWS. Le principe, c'est que vous allez, en tant que développeur, développer votre fonction, selon un certain pattern, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Vous allez lui donner, et lui, il va s'occuper de l'instanciation, du runtime, de la configuration, et de la mise à l'échelle, et de la disponibilité, et toutes ces choses-là. D'accord. Et là, vous ne faites plus ça. Donc, par rapport à avant, vous n'avez même plus à installer votre runtime d'exécution. Ok, ça change quand même pas mal de choses. Ça change quand même pas mal de choses. Par contre, il n'est pas entièrement dit que toutes les applications pourront être conçues de cette manière-là. Autant on peut conteneuriser assez facilement n'importe quelle application. Enfin, je sais pas, Nathan, ce que tu en penses, mais il n'y a pas beaucoup d'applications qui sont non éligibles à la conteneurisation. Autant développer l'intégralité d'un SI en serverless, c'est pas tout à fait le même sujet, quoi. Et puis on peut aussi partir d'une application qui était avant sur des VM classiques, qui était avant sur des VM physiques, on va dire, les passer en conteneur de manière simple, alors que les passer en function as a service, il faut redéployer toute l'application et limite revoir toute l'archi de votre application, et il faut tout refaire de A à Z. C'est vraiment une étape en plus, quoi. Parce que là où dans des conteneurs, on peut avoir beaucoup de passerelles pour gérer la partie un peu plus matérielle ou accéder à des disques, ce genre de choses. Sur du serverless, ça va être plus compliqué parce qu'on peut pas créer de passerelle vers tous les serveurs qui vont être utilisés pour notre fonction. Et puis par définition, par le contrat que vous avez avec votre hébergeur, vous n'avez pas accès à la ressource physique. En tout cas, vous n'avez pas à le savoir.
Parce que potentiellement, votre méthode, elle va s'exécuter sur un serveur à l'instant T qui soit, un i86 ou peu importe le type de serveur. Et l'appel d'après, il peut être exécuté sur un processeur ARM dans un tout autre data center. Et ça, c'est le transfert de responsabilité que vous avez fait avec l'hébergeur. Vous n'avez pas à optimiser votre code par rapport à l'infrastructure que vous avez en dessous de vous parce que vous ne la maîtrisez pas. Et le fait de ne pas maîtriser aujourd'hui, ça ne vous pose pas des problèmes en fait ? Alors, nous, en tant que développeurs d'applications haut niveau, alors haut niveau au sens, on est les meilleurs du monde, mais au sens on est en haut de la couche d'abstraction. Quand on fait du Java, quand on fait du .NET, quand on fait du Node.js, en fait, on est déjà très, 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 très éloigné de la machine physique. D'accord, on est très éloigné de ce qu'on peut faire en C ou en C++ ou même dans tous les langages un peu qui s'approchent de la machine. Donc nous, ça nous dérange pas beaucoup. On a généralement dans les codes qu'on utilise, on a une machine virtuelle déjà qui est celle du langage de programmation où on a un moteur d'exécution qui est déjà nous abstrait déjà toute la partie physique. Donc normalement, dans nos codes à nous, ça nous pose quasiment pas de problème. Pour certains clients qui font des traitements de calcul assez compliqués, ça peut être problématique. Dès que vous avez besoin, par exemple, d'avoir des traitements qui ont besoin d'avoir des instructions de CPU particulières, là, c'est clairement pas éligible parce que c'est pas fait pour. Et il y a aussi une problématique, c'est que une lambda, elle est exécutée, donc elle est lancée et elle est tuée à la fin. Et je sais que sur AWS, il y a une limite d'exécution qui est de 5 minutes. Donc si vous voulez faire des traitements qui durent plus de 5 minutes, c'est pas possible. Ou alors il faut les prévoir en faisant des batchs ou quoi que ce soit. Et vous avez aussi aucune obligation d'avoir un GPU, donc un moteur graphique. Donc si vous voulez faire des traitements d'images un peu compliqués ou quoi, c'est pas possible non plus. Donc faut vraiment tout repenser. Et il y a vraiment des choses qui sont pas possibles. Mais après, il y a aussi, en tout cas AWS propose d'autres services autour et en fait, vous allez orchestrer tout votre SI en idéalement utilisant tous les services d'AWS. Si vous avez besoin d'un file system, vous pouvez l'avoir. Si vous avez besoin d'un stockage de fichiers statiques, vous pouvez l'avoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez. Mais du coup, il faut vraiment, idéalement, rester dans tout l'écosystème AWS. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut tout refaire parce qu'il faut repenser. Et à la base, c'est fait pour fonctionner comme ça pour AWS. Donc, tout est fait entre guillemets pour que ce soit efficace quand ça marche ensemble. Mais dès que vous voulez un peu bitouiller, c'est tout de suite plus compliqué, voire impossible. Ouais, si on reprend les promesses implicites qu'on peut avoir dans le serverless, c'est déjà, vous avez une scalabilité qui est soi-disant horizontale et infinie. Mais pour obtenir cette scalabilité horizontale et infinie, c'est pas magique non plus. C'est-à-dire vous allez faire vous allez mettre des contraintes sur votre développement. Et les contraintes qu'on a sur le développement, c'est effectivement que ça soit, comme le disait Arthur, parfaitement serverless. Parfaitement stateless. Ce qui veut dire que vous n'avez pas d'état et entre deux appels consécutifs, vous n'avez pas de garantie que vous ayez des variables qui soient gardées dans la mémoire. Il ne doit pas y en avoir et peut-être qu'il y en a pour des traitements d'optimisation, mais en tout cas, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Et ça vous met des contraintes sur tout ce que vous pouvez utiliser. Typiquement, si vous êtes dans un traitement serverless, vous ne pouvez pas accéder au file system de votre conteneur pour aller écrire des fichiers. Il faut utiliser des services qui sont adaptés pour. Une base de données, c'est pareil. N'importe quel accès autre que le traitement pur computatoire de votre lambda, elle doit être faite. Donc toutes ces contraintes qui sont mises sur le développement, ça implique de repenser l'intégralité de l'architecture. Vous n'avez pas la possibilité de faire un batch qui va tourner la nuit et avec un schedule qui va lancer c'est pas possible. C'est pas dans le concept du serverless. Ok. Et côté, justement, tu parlais un petit peu de l'architecture, parce que historiquement, tu avais quand même des gros monolithes qui ont été réalisés. Ça s'est pas mal transformé en microservices. C'est plutôt cette approche qui est... Alors, c'est une approche... Le serverless, est-ce que c'est une architecture en tant que telle ou pas? C'est pas une architecture en tant que telle, c'est un runtime d'exécution dans lequel tu ne t'occupes pas des choses. Mais tu peux tout à fait avoir un SI avec des microservices qui sont exécutés dans du serverless et des microservices qui sont exécutés dans un Docker classique ou même sur des mainframes à l'ancienne parce que ça nous arrange. Et c'est vraiment l'architecture microservice, c'est vraiment comment la manière de concevoir son SI avec des services et des petits services qui s'orchestre. Là, le serverless, c'est vraiment une brique technologique qui permet d'exécuter en soi un microservice. Mais ce n'est pas un pattern d'architecture. Ok. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut peut-être se poser la question, effectivement, est-ce que toute application est bonne à mettre en serverless? Parce que des fois, tu dis, il faut tout refaire finalement. Oui. Comment on se je pense que c'est un peu comme à l'époque où les bases NoSQL sont sorties, on nous expliquait qu'on allait récupérer l'intégralité du marché des bases de données. En fait, on se rend compte que ça correspond à certains usages et on peut utiliser, et c'est parfaitement performant dans ce cadre-là. Par contre, c'est pas adaptable à n'importe quel type d'application. Le serverless, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que grosso modo, si vous n'avez pas une application qui doit se scaler à l'infini et qui doit, être disponible dans le monde entier, le serverless, c'est pas forcément la méthode la plus efficace pour y arriver, quoi.
faites une application monolithique à l'ancienne, là-dessus, c'est plus facile. Mais par contre, si vous avez une application qui implicitement doit être disponible, comme je l'ai dit, dans le monde entier rapidement, ça va encaisser la charge et être parfaitement résiliente, là, ça fait du sens de l'implémenter. Et puis ça peut avoir aussi des avantages au niveau coût, parce que si par exemple vous avez beaucoup de périodes de temps creux où vous avez que quelques utilisateurs, et en fait vous avez des moments où vous avez des bursts de charge où il y a par exemple 10 000 utilisateurs, et ben vous allez payer que à l'utilisateur entre guillemets. Donc si vous avez 80% du temps où vous avez quelques utilisateurs, vous allez payer seulement les quelques utilisateurs, et par contre quand il y aura du monde, ce sera là pour encaisser et il n'y aura pas de problème de latence. Et tandis que pour une application monolithe, il va soit falloir prévoir que vous allez avoir une montée de charge et du coup augmenter le nombre de serveurs, si c'est possible, c'est pas tout le temps possible. Et en plus, vous allez payer du coup votre serveur qui tourne pour une personne. Tandis que là, vraiment, si personne n'utilise, l'application ne coûte littéralement rien. C'est vrai qu'en termes de conception, ce qu'on n'a peut-être pas forcément expliqué, c'est que le principe du serverless, c'est qu'il n'y a rien qui tourne entre deux appels. C'est-à-dire que quand vous avez alors globalement, on peut faire, même si c'est pas complètement vrai, on peut faire la symétrie en disant que une méthode lambda, ça traite des requêtes HTTP. Prenons cet exemple-là, on peut faire avec d'autres moyens, mais c'est globalement sur pourquoi c'est utilisé. Vous avez une requête HTTP qui arrive, vous avez un élément réseau qui est chez l'hébergeur qui est avant vous, qui va vérifier que la requête elle est conforme à tout ce qu'on peut faire, et après il va aller chercher une instance de quelque chose pour exécuter votre code. D'accord ? Donc soit vous avez déjà une instance qui tourne, et auquel cas il va la réutiliser. Il y a une espèce chez AWS, de cache des instances. Soit sinon, il va en instancier une. C'est pas magique, hein. Derrière, ça utilise des Docker, toutes les stacks technologiques dont on a parlé avant. Ça ne les remplace pas, c'est juste que le transfert de responsabilité. Donc, ça va instancier un bout de Docker qui n'existe pas, instancier votre code, passer la requête, traiter la requête, faire la réponse, et après désinstancier ou désallouer les ressources qui ont été utilisées pour le traitement. Donc, c'est ça la manière dont ça fonctionne. Et effectivement, le mode de facturation est implicite et qui est en fait aussi une révolution dans la manière dont on facture les services informatiques, c'est qu'on est facturé généralement au temps CPU. Globalement, le calcul c'est ça, c'est le nombre de secondes que dure votre traitement, avec un petit delta sur la RAM si vous utilisez plus ou moins de RAM, mais globalement c'est à l'usage. Et donc si vous avez une application qui est utilisée très peu souvent, et dans le SI, il y a beaucoup d'applications qui sont appelées 3-4 fois par jour pour intégrer un client. Là, ça fait vraiment du sens en termes de performance économique de se tourner vers ce type de situation. J'allais dire, vous avez déjà fait le comparatif par rapport à une application qui était historiquement Alors, c'est hyper compliqué à comparer les prix parce que d'un côté, vous avez un prix fixe qui est la machine que vous réservez et de l'autre côté, vous avez une facturation à l'usage. Donc, c'est assez complexe de faire des comparatifs. Néanmoins, dans tous les cas d'usage qu'on a pu voir dans le cadre où on faisait bien les choses en termes de serverless, on avait des facturations qui étaient bien moindres dans le serverless. Mais encore une fois, c'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir des applications qui soient full serverless parce qu'on a toujours des bouts de quelque chose qui nous bloquent. Et donc, on a toujours cette facturation un peu mixte qui est assez complexe finalement à gérer, quoi. Et puis ça peut aussi vite partir et être hors de contrôle si jamais je sais pas n'importe quoi, vous avez une application qui est ouverte au public et vous êtes en serverless et d'un seul coup il y a un pic d'utilisateurs et ben vous allez payer à la consommation. On peut facilement se retrouver avec des factures astronomiques alors qu'en plus AWS ne va pas vous empêcher de vous facturer. Donc si jamais vous allez utiliser 2 000 €, il n'y a pas de limite. Sauf si vous mettez vous-même une limite. Voilà, c'est ça. Sauf si vous bloquez vous-même et il vous facturera 2 000 €, il vous facturera 10 000 €, il a pas de pitié entre guillemets. Mais donc il faut faire attention quand on fait du serverless, quand on utilise des services comme ça qui peuvent être utilisés à l'infini, entre guillemets, à l'usage, c'est de bien mettre les limites pour pas se retrouver avec des mauvaises surprises à la fin du mois. Même si dans tous les cas il est utilisé, donc elle est utilisée. Elle est utile. Et ce qu'il faut voir par contre, c'est que la promesse est quand même au rendez-vous. C'est-à-dire que si nous on a des clients par exemple qui passent à la télévision, quand on passe à la télévision, on sait que même si c'est pas forcément le média utilisé le plus actuellement, on a des pics d'usage qui sont x50, x100. Et faire un pic d'usage de x50, x100 avec des méthodes à l'ancienne, avec des serveurs, c'est hyper compliqué. Là, au moins, vous avez un truc qui répond à la charge et c'est nos amis de l'hébergeur AWS ou Azure qui s'occupent de faire cette montée en charge. J'allais dire, depuis tout à l'heure, on parle que AWS, parce que c'est pas ouais. mal, mais il y a aussi Azure et GCP. Enfin, oui, alors il y a les trois plus gros. Aujourd'hui, on peut faire. Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent chez les clients. C'est on peut faire du serverless en dehors des grands hébergeurs type AWS, type Azure, type Google Cloud Platform. On peut le faire. Ouais. C'est pas compliqué en soi d'installer pas des frameworks, mais des runtime qui permettent de faire du serverless en interne. Sauf que quelque part, on perd la promesse du serverless parce que vous êtes limité par la capacité de vos machines physiques que vous avez à vous et vous perdez cette facturation qui est à l'usage. Et en gros, toute la, j'ai envie de dire
L'intérêt. Ouais, l'intérêt et puis la promesse, elle est plus ou moins tenue. Par contre, ça peut être tout à fait le cas quand vous êtes une grosse boîte. Et là, il faut vraiment être une grosse boîte pour le faire parce que vous avez une logique de mutualisation de moyens. Ça peut être intéressant quand vous vous appelez, moi, je ne vais pas citer de nom, mais des très gros clients, de monter votre infrastructure de serverless à destination de tous les services de votre entreprise qui pourront exécuter du code chez vous. Mais la majorité des cas, c'est pas le cas. Vous avez plutôt intérêt à vous retourner vers des gros hébergeurs là-dessus. Et donc les 3 les plus connus à ce jour, c'est AWS. Ouais. Alors AWS est 100 km devant sur la partie lambda. Azure maintenant a rattrapé un peu son retard en termes de choses et Google Cloud Platform aujourd'hui c'est anecdotique dans les entreprises, en tout cas en France, c'est très anecdotique. Donc ils ont des services qui fonctionnent bien, mais c'est un peu moins le cas. On l'utilise surtout pour faire de l'authentification avec Google, donc on est un peu obligé de l'utiliser, mais niveau c'est pour info, en 2020 pendant le confinement, la moitié des applications qui étaient développées sur AWS, elles étaient faites en serverless. Donc, pour vous donner une idée de la progression. Alors, évidemment, c'est restreint à ce que fait AWS, c'est-à-dire du cloud public à destination de startups et compagnie, mais c'est pour vous dire que le serverless, c'est pas juste une lubie, quoi. C'est vraiment un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Et par rapport au temps de traitement, là où on aurait une instance qui tournerait en continu, lorsqu'on fait un appel sur un lambda, est-ce qu'on a des différences au niveau du temps que mettrait la lambda à récupérer l'instance pour exécuter le code ? Ouais, alors effectivement, là, ce que tu prêches, je ne sais pas si on n'est pas en train de spoiler le plan de Camille, mais il y a plusieurs... Le plan est parti en vrille. D'accord. Bon. Les principaux points négatifs des lambda, il y en a quand même un certain nombre, et en particulier, il y a le call start. Le call start, c'est quoi ? C'est le fait que quand vous allez démarrer une instance, ça prend du temps de démarrer une instance. Et ça prend d'autant plus de temps que le framework que vous utilisez n'est pas optimisé pour faire du démarrage rapide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous envoyez une requête HTTP sur une méthode serverless, grosso modo, il va faire la première chose, c'est qu'il va démarrer un Docker qui correspond à votre code, et après il va lancer un runtime, récupérer votre code et exécuter le code le code que vous avez développé. Donc si vous avez normalement les démarrages de Docker et tout, maintenant c'est assez optimisé et ça démarre quasiment en quelques millisecondes, donc ça démarre vraiment très très rapidement. Par contre, le framework que vous allez mettre en place, lui, il peut mettre du temps à démarrer. Typiquement, si vous utilisez des frameworks qu'on utilise quasiment tout le temps, Spring Boot a un temps de démarrage qui est gigalong, quoi. Parce que ça n'a jamais été pensé pour être optimisé. Le principe de Spring Boot, par exemple, c'était de faire de l'introspection de toutes les classes pour que ça soit simple à configurer, et il faisait toute cette configuration-là au démarrage de l'application. Donc vous avez un temps de démarrage qui peut, sur Spring Boot, sur des grosses applications, prendre 1, 2, 3 minutes. Donc là, typiquement, votre requête, elle ne va pas être perdue, mais elle va être handle pendant 3 minutes avant d'être passée au processeur qui va traiter la requête. Et c'est pour ça qu'on peut se poser des questions, et je pense que ça sera dans les discussions après, de quelles sont les bonnes technologies pour faire du serverless. Toutes ne sont pas capables de faire du serverless. Même si, intrinsèquement, on est capable d'exécuter n'importe quel type de code dans un runtime de serverless. Tu peux répondre à la question que tu viens de te poser sur les technologies, justement, parce que c'est vrai que c'est un sujet, il y a des technologies... Je fais tout aujourd'hui. Non, mais question-réponse. c'est passionnant. Alors, quand on fait du serverless, effectivement, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des problématiques technico-techniques, c'est-à-dire que on est dans un environnement avec de la mémoire assez faible. On utilise peu de mémoire, parce que pour démarrer vite, il faut peu de mémoire. On a des problèmes de call start, il faut qu'on démarre le plus rapidement possible. Et on a des problèmes de temps d'exécution. Et ces trois choses font qu'il y a des technos qui sont plus ou moins bonnes pour faire du serverless. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour rappel, on est facturé à l'usage. Donc ça veut dire que même si on se disait, on s'en fout du démarrage qui est lent, c'est pas très grave si ma requête est lente, si vous mettez 3 minutes à démarrer, 2 minutes à faire l'exécution de votre code et 1 minute à désallouer la ressource, vous êtes facturé 5 minutes. Donc ça fait, par un appel, quelque part, on s'en fout, parce que j'ai pas les tarifs des appels de AWS, mais c'est en millième de centimes par seconde. Donc c'est vraiment très très faible. Mais si vous multipliez par 500 000 appels, ça coûte vite cher. Donc ça fait se poser des questions, d'architecture, de comment on organise pour faire moins d'appels, et comment les appels sont efficients, et après d'optimisation des appels, et du choix de la bonne technologie. Donc il y a, en informatique, il y a des centaines de milliers de langages de développement et de frameworks, et quand vous faites la combinaison de tout ça, ça commence à faire beaucoup. Donc par contre, avant on s'en foutait, et là on est en train de se poser des questions. D'accord. Donc on reverra peut-être en annexe de ce podcast des références vers des benchmarks et des références vers des articles de recherche sur la différente consommation des frameworks et technos, mais il y a des écarts de 1 à 10 000. C'est-à-dire entre une techno C bien optimisée qui fait exactement ce qu'on veut et un langage de type full interprété, et je ne citerai pas de nom,
il y a un rapport de 1 à 10 000 entre la rapidité de démarrage et de traitement. Donc il y a vraiment quelque chose qui à l'époque, on s'en foutait. C'est-à-dire que franchement, pendant toute ma jeunesse de développeur, de savoir que ça prenait 1 giga, 2 gigas ou 5 gigas de RAM, franchement, c'était... Et même quand le service informatique nous disait « Ah, ça prend 4 gigas, c'est un peu cher », on lui disait « Mais 1 giga, ça coûte 2 euros à LDLC, pourquoi vous nous saoulez quoi ?» Et là, on a la méthode inverse. Alors on se dire « Ah, ça utilise 250 mégas de RAM, tout le programme, putain, ça commence à être beaucoup dans une lambda, ça va pas passer. » Donc on a une logique complètement inverse par rapport à ce qu'on a pu faire par le passé. Et pourquoi cette logique, elle a changé aujourd'hui ? Elle a changé parce que fondamentalement, alors on pourrait reparler du concept du Green IT qui a fait l'objet du podcast précédent, mais on a des contraintes énergétiques qui sont très très fortes et qui nous arrivent dessus en informatique, et on est obligé de faire attention à ce qu'on fait. Et ça n'a pas été le cas. Enfin, je veux dire, je parle sous le contrôle d'Arthur, mais on n'en avait rien à faire avant. Oui, enfin, complètement. Et encore beaucoup d'informaticiens n'en ont absolument rien à faire de la manière dont ils codent. Parce que finalement, ça se voit pas. Ça se voit pas. Et puis aussi. Et puis les frameworks, les frameworks, enfin, tous les frameworks de développement, en fait, ils sont allés dans l'idée on va complexifier notre problème de framework, mais on va simplifier la vie du développeur. C'était ça la logique principale, avec l'idée on va pas faire de bugs. L'idée, c'était de contrer les bugs. Donc on a, entre guillemets, pour nos développements, quitté C++, parce qu'il y avait de la gestion de mémoire pour venir vers des Java ou des .NET ou des PHP. Et après, on a mis des frameworks, Spring Boot, tout ça, pour dire on va faciliter la vie du développeur et on va le rendre bug safe, bug proof. C'est-à-dire qu'on on va corriger tous les bugs qui pourraient se poser. Et maintenant, quand on utilise des frameworks, on reste dans la manière dont le framework est utilisé et on a moins de chances de faire des bugs. Ça arrive, hein, je pense que... Les personnes autour de cette table pourront en attester, mais l'idée c'est d'en faire le moins possible. Et en fait là on est dans une logique inverse, c'est de se dire est-ce que finalement on n'aurait pas intérêt à optimiser notre code au maximum pour aller le plus vite possible et pour du coup consommer moins, être plus performant, être capable de traiter la charge. Et ça m'amène à l'impact que tu peux avoir aujourd'hui, donc parce que ça fait des années que tu es dans une philosophie de développement où on a poussé effectivement d'un côté d'avoir des frameworks, d'avoir peut-être un métier de développeur de plus en plus simple, finalement. Enfin, tu peux pas dire ça. Je dis ça parce que je code pas, mais c'est ce que j'en retiens. Mais en tout cas, si tu vas sur une démarche inverse où effectivement tu dois repenser finalement le métier de développeur, est-ce que ça pose pas des gros soucis ou en tout cas un gros mouvement, une grosse transition à venir quoi. Ça inaugure probablement une grosse transition. En fait, ce qu'il faut voir et ce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on débute en informatique, c'est que l'expressivité d'une ligne de code, c'est-à-dire la capacité d'une ligne de code à faire beaucoup de choses, aujourd'hui dans nos frameworks, elle est stratosphérique. C'est-à-dire qu'en une ligne de code, je peux démarrer 10 serveurs dans le reste du monde, envoyer 400 mails et envoyer 500 gigas de flux de données, quoi. Et en une seule ligne de code. Ce qui n'était pas possible avant. Quand on était dans les années 70, en une ligne de code, vous lisiez 2 kilos en RAM, quoi. C'est ça que vous étiez capable de faire avec une ligne de code. Aujourd'hui, l'expressivité, elle est beaucoup plus grande. Et du coup, ça implique que le développeur, il comprenne tout ce qui se passe derrière cette ligne de code, même si elle est abstraite à son niveau, pour être capable de l'optimiser. Et ça, c'est vrai que ça change de paradigme. Et je pense que de plus en plus, dans les années qui vont venir, on va demander aux développeurs de maîtriser tout ce qu'il sait déjà faire, mais aussi d'avoir une vision d'optimisation et d'économie dans sa manière de développer. Si on veut s'adresser aujourd'hui à des développeurs qui potentiellement démarrent en tout cas leur carrière, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller finalement pour s'ouvrir un petit peu à ces sujets ? Parce que c'est vrai que c'est peut-être des choses qui sont encore peut-être loin quand on démarre, ou en tout cas dont on n'est pas... Alors, la chance de l'informatique, c'est que généralement, les nouveaux, ils démarrent directement sur les dernières manières de développer. Donc, il y a des chances que très rapidement, l'enseignement fasse qu'on développe directement en serverless et qu'on prenne directement en considération les caractéristiques du serverless. En tout cas, c'est à espérer. Donc, moi, je suis pas tellement inquiet sur la capacité des développeurs à encaisser ce changement-là. Je suis plus sceptique sur la capacité des clients à comprendre les enjeux qui sont derrière et les changements et les contraintes qu'on va mettre au niveau des développements pour justement être capable de faire ça. Parce que du coup, optimiser plus de code, ça veut aussi potentiellement dire passer plus de temps. Donc ils vont peut-être voir des augmentations au niveau du temps de développement et ils vont pas forcément comprendre parce que pour eux, tant que leur appli elle marche au final, ils ont un peu entre guillemets rien à faire de tout ce qui se passe avant. Et aussi, si on dit, par exemple, si on leur dit il va falloir refaire toute votre application parce que maintenant il faut qu'on la passe en serverless, parce que pour des contraintes d'environnement ou même d'optimisation, il faut le faire, ils vont peut-être pas forcément comprendre qu'il va falloir repasser 2 fois plus de temps que ce qu'ils avaient passé à la base. Et puis le monde de la facturation informatique est basé sur le coût du développement. Donc en fait, ce que regarde le client, c'est essentiellement le coût du développement. Les coûts de maintenance et d'hébergement, malheureusement, ils sont pas pris en compte au même niveau. C'est-à-dire qu'on nous fait, j'ai envie de dire, on est plus exigeant. Les clients sont plus exigeants envers nous en disant ça va coûter 10 jours, 15 jours de développement que ça leur coûte 20 ou 30% d'hébergement en plus. Aujourd'hui, c'était pas encore le cas. Maintenant, ça va changer. Dans un contexte où les prix de l'énergie vont augmenter,
les prix des hébergements vont augmenter et du coup, ça va devenir une problématique qui va être de plus en plus prégnante chez nos clients. Et donc, sur une application, si admettons tu pars from scratch, est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment plus dur ou en tout cas plus long et plus coûteux de faire une application qui soit directement optimisée serverless ou pas? Est-ce que tu as une différence from scratch? Oui, tu as une vraie différence. Déjà, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est dans quelle technologie on va partir pour faire du serverless. Ça, aujourd'hui, c'est pas net. Pourquoi c'est pas net? Parce que c'est des technologies qui sont récentes et comme toute technologie récente, il y a un bouillonnement d'idées, bouillonnement de framework, bouillonnement de manières de faire. Il n'y a pas encore, comme on peut avoir en JavaScript dans les langages, dans les frameworks, j'ai envie de dire front, on a des gagnants. Là, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de gagnants entre les différentes manières de faire, donc c'est assez dur. Donc il y a déjà un choix technologique qui n'est pas simple à faire. Après, en termes d'architecture, ça demande j'ai envie de dire, mettre à la retraite vos architectes habituels et reprendre des architectes qui sont habitués à faire ça, parce que ça demande de redessiner l'intégralité de son application. Même nous qui avons les mains dedans toute la journée, ça nous demande de reposer des questions, reposer les fondements de l'application, comment on va la concevoir, comment on va l'architecturer, comment les flux vont se passer, et d'avoir une idée de comment ça va se passer à l'exécution, parce qu'encore une fois, on est facturé à l'exécution, donc il faut prendre en compte l'exécution dans la manière de concevoir l'application. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Pour les clients qui voudraient, en tout cas qui commencent à s'interroger sur toutes ces questions, on peut leur conseiller de commencer par où en fait? Parce que j'imagine que c'est un chantier quand tu as un SI avec, je sais pas, des centaines d'applications, tu démarres par où quoi? Tu démarres pas par le cœur du SI. Déjà, la base, c'est de se faire la main sur des traitements périphériques. Parce que ce qu'on peut dire aussi sur le serverless, c'est que c'est très utile pour du développement jetable. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas à instancier plein de trucs compliqués. Donc, quand vous avez des petits traitements périphériques de votre SI, je vous prends n'importe quoi, mais dans le SI, vous avez plein de traitements qui sont pas cœur de métier et qui sont importants, mais qui saoulent tout le monde. Je dis n'importe quoi, mais vous avez un vieux traitement comptable à faire une fois par mois, ou vous avez un fichier à importer une fois par trimestre de la liste des salariés absents, ou je sais n'importe quoi, des petits traitements périphériques. Là, vous pouvez faire du quick and dirty avec du serverless parce que vous allez pouvoir coder très rapidement, exécuter votre code, et à la fin des fins, si vous en avez plus un, vous pouvez le jeter. Donc, moi, je conseille de se faire la main sur ce petit traitement-là, de se faire une idée, de voir comment vous allez monter votre équipe de développement, comment vous allez penser à le faire évoluer, comment vous allez penser à former les gens. Donc ça, c'est très très bien d'utiliser les petits traitements périphériques. Et après, seulement après, de se mettre dans le serverless sur des choses qui sont à destination du grand public. Pourquoi? Parce que c'est là où généralement on a la montée en charge, c'est là où on a des questions de disponibilité. Pour les traitements cœur du SI, les traitements référentiels type ERP, tout ce qui tourne autour de ça, il n'y a pas de besoin de volumétrie, il y a rarement des besoins de haute disponibilité, donc ce n'est pas forcément les traitements qu'on va de manière prioritaire mettre en serverless. Okay. Et comment tu fais en termes d'équipe? Pour le coup, je ne sais pas si c'est des architectes qui bossent là-dessus essentiellement, ou est-ce que tu vas bosser avec les métiers, ou c'est vraiment purement un sujet de la DSI? Alors maintenant, il n'y a plus de sujet purement DSI. Ça n'existe plus parce qu'en fait, la manière dont on développe en serverless implique tellement de contraintes et d'opportunités que tu es obligé de mettre tout le monde autour de la table pour dire voilà comment on va le développer et voilà les impacts que ça va avoir. Donc non, il faut essayer d'inclure le plus possible les métiers qui vont être dans la manière de concevoir l'application, vont avoir un impact déterminant. Encore une fois, il faut bien comprendre qu'avant il y avait l'informatique et le reste du monde, et maintenant il y a l'informatique partout. Donc quand vous êtes en face d'un service marketing, ne serait-ce que pour un site web, il faut discuter avec eux pour leur dire la fonctionnalité que tu veux avoir, si on veut le faire de manière efficiente, écologique et performante, voilà ce que je peux te proposer, est-ce que ça te convient? Et voilà, essayer de trouver cette voie du milieu qui permet de contenter tout le monde. C'est vraiment des équipes étendues, quoi. Tu as vraiment cette notion maintenant. Après, technologiquement, il n'y a pas de frontière pour que les développeurs y aillent. Enfin, je veux dire, si vous savez développer dans un langage de base, vous saurez développer en serverless. Par contre, c'est vrai que ça fait appel à des savoirs pluridisciplinaires, type tout ce qui tourne autour du DevOps et ce genre de choses qu'il faut avoir pris en compte, et tout ce qui tourne autour aussi de la sécurité, mais c'est encore un autre sujet. Sécurité, t'en parlais justement, je rebondis. C'est bon. Est-ce que ça pose, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la sécurité, alors que ce soit au niveau applicatif ou au niveau de l'hébergement, c'est un réel sujet. Aujourd'hui, avec tout ce qui est serverless, est-ce qu'il y a des nouvelles problématiques qui arrivent, ou est-ce que c'est mieux géré? Alors, c'est toujours pareil. Est-ce que la stack applicative que vous avez utilisée en utilisant AWS Lambda est plus sécurisée que celle que vous faites vous-même? Oui, 100%. Je veux dire, ils ont des ingénieurs qui bossent qu'à ça, à sécuriser tout ça. Donc, mécaniquement, la sécurité est plus grande. Par contre, comme c'est un service utilisé par tout le monde, le nombre d'attaques est beaucoup plus conséquent. L'autre chose par rapport à ça, c'est que
c'est toutes ces fonctionnalités lambda ou ce genre de choses. Le principe, c'est que ça s'exécute dans un cloud soit public, soit cloud hybride public. Donc ça veut dire que c'est des portes ouvertes de ces technologies-là de votre SI interne vers le reste du monde. Donc là, vous avez vraiment des failles potentielles et ça demande de réfléchir à la manière dont tout ça va être conçu. Surtout, et on pourra faire l'objet d'un podcast des droits plus tard, mais les droits que vous allez mettre à votre Lambda ou les droits que vous allez mettre à vos Azure Functions déterminent un petit peu la sécurité et Dieu sait que c'est compliqué à mettre en place, quoi. Donc, il y a encore pas mal de sujets Ouais. de ce côté-là. On va pas s'ennuyer. C'est bien. J'allais dire, les 10 prochaines années vont être assez riches On n'est jamais. de votre côté. Avant de se quitter, moi, j'aimerais bien revenir quand même sur un petit sujet. Le serverless, est-ce que c'est green ? Arthur, Petit sujet. votez Arthur 2027. Tout à fait. Bah, ça dépend comment on l'utilise, c'est un peu comme tout. Parce qu'une voiture électrique, c'est green, ça dépend comment on l'utilise, d'où vient l'électricité, etc. Mais dans l'idée, le serverless, si vous l'utilisez de la manière la plus optimisée possible et pour des applications qui sont, entre guillemets, faites pour, oui, c'est plus green parce que vous ne payez pas votre temps d'exécution, vous n'exécutez pas, justement. Après, si vous utilisez des services partout, des allers-retours vers d'autres services, que vous l'exécutez plusieurs fois, que vous faites des appels dans des appels, ça peut être moins green parce que, comme dit Philippe, on instancie des Docker où on récupère, on télécharge des packages, on récupère des données un peu partout qui ne sont pas forcément sur le même data center. Donc, on peut avoir une lambda qui s'exécute en France, une qui s'exécute en Angleterre, et donc on va devoir faire des transferts, etc. Et donc, ça dépend, je pense, de la manière dont tu l'utilises. Je sais pas, Philippe. Ouais, moi, je pense que le vrai côté green des choses, c'est la sobriété, c'est-à-dire d'essayer de faire le moins de choses possible et de le faire le mieux possible. Mais c'est vraiment deux jambes pour arriver à quelque chose de pertinent. Après, est-ce que c'est green en soi ? Ça peut le devenir. Pourquoi ? Parce que derrière la logique de serverless, vous avez une mutualisation des moyens qui est réalisée par l'hébergeur. C'est-à-dire que l'hébergeur, il a une capacité de prod et il va mutualiser le plus de clients possible dans cette capacité de prod. Donc ça veut dire que si AxOpen fait tous ses développements en serverless et que le temps d'exécution de ce traitement est assez court, en fait, on va pas créer des nouvelles machines physiques pour AxOpen et les machines qui vont être utilisées par AxOpen seront utilisées par d'autres SS2I qui mettront leurs applications ou d'autres clients finaux. Donc là, il y a une logique de mutualisation de moyens et si on rentre tous dans cette logique, on peut sensiblement réduire l'impact énergétique et l'impact des ressources utilisées pour le traitement de nos applications. Quand vous utilisez une machine physique, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 98% du temps, Elle sert pas. Elle fait rien en fait. Elle est en idle et elle a des vagues traitements qui tournent de sécurité, mais elle ne fait rien. Et donc tout ce rien consomme énormément d'énergie sur un data center. Donc si on arrive tous collectivement à travailler à la mutualisation de nos moyens, avec les contraintes qu'on a pu citer jusqu'à présent, on a des chances de réduire notre impact. Mais le meilleur écologie, c'est de pas faire d'appel, donc de limiter au maximum ce qu'on fait là-dessus. D'arrêter l'informatique. Voilà. Le plus green, ce serait de pas avoir de SI, mais... C'est ça. Mais voilà, en tout cas, on peut faire en sorte d'avoir un SI qui est la plus petite empreinte. Et aujourd'hui, si on travaille pas comme des salauds, on peut vraiment réduire. Et quand on dit réduire, on parle de réduire de 1 à 1000, quoi. Ouais. Entre un truc qui est bien fait et un truc qui est mal fait, c'est de 1 à 1000 les rapports. Donc, il faut y aller, quoi. Et le serverless est une des briques qui permettent de faire ça. Il y en a bien d'autres. On se donne rendez-vous du coup dans quelques années pour reparler du sujet. Quand Arthur aura pris sa retraite. Exactement. C'est ça. À mon époque. À l'époque, on faisait du serverless. Vous vous rappelez, c'est nul maintenant. Ah, il y aura peut-être des nouvelles choses qui viendront jusqu'à là. Quoi. En tout cas, merci pour vos avis sur le sujet. On va passer au traditionnel coup de gueule. Coup de gueule. Thomas. Ouais, petit coup de gueule aujourd'hui. Sur un film qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, que j'ai vu passer sur Twitter entre autres, qui s'appelle Plush, qui est un film qui a pour vocation de promouvoir les NFT. Et en fait, pourquoi c'est un coup de gueule ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est notamment le fait que en fait, les NFT, c'est une technologie qui est hyper intéressante. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait avoir un podcast dédié. Enfin, c'est super long à définir. On crée des sujets. Ouais, on a En gros, pour faire simple, les NFT, c'est une technologie qui permet d'assurer la propriété sur un objet numérique. C'est un genre de certificat sur des objets. Ça peut être tout type d'objet comme une image, une vidéo, un tweet ou n'importe quoi. Donc, dans l'idée, on peut faire plein de choses avec ça. Le problème de cette technologie, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est surtout mis en avant, c'est l'aspect spéculatif. Donc, acheter une propriété et la revendre plus cher. Et du coup, ce film, c'est clairement cette image-là qui est mise en avant. Et pour ça, du coup, ils ont mis pas mal de moyens. Donc, il y a beaucoup de personnes connues qui vont intervenir pour les voix, notamment.
comme Kev Adams, Maître Gims, non, Gérard pas Darmon. Pas le Kev. On a des streamers comme Dogby aussi. Mais il y a aussi, il y a pas un acteur très connu, il s'appelle Gérard Darmon. Ouais, c'est ça, il y a Gérard Darmon. Il y a qui sont Eric les Judor gars qui- aussi. Ouais, c'est ça. Enfin, plein de gens C'est connus. pas des jeunes, c'est des gens qui Non. sont. Mais du coup, c'est vraiment des personnes aussi qui parlent à des publics très jeunes. Et l'objectif du film, c'est que il y a des personnages qui vont intervenir dans le film qui seront vendus sous forme de NFT. Et les acheteurs pourront participer à la production du film. Donc déjà, ça pose plusieurs problèmes. C'est que c'est clairement pour l'argent. Et surtout, ça Mais pas pour ça l'argent, met en putain. avant Ce podcast. ça met en avant l'image spéculative des NFT auprès d'une communauté très jeune, alors que pour moi, c'est pas du tout l'objectif de la techno à l'avenir. Et c'est un peu dommage que du coup le grand public retienne que ça sur ce genre de techno. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien avec le NFT? Assurer la propriété, donc il y a plein d'utilisations possibles, mais tu peux imaginer que par exemple, ça pourrait remplacer les notaires à terme, au sens où tu peux. Donc ça se base sur la blockchain, mais ça c'est aussi un sujet compliqué, mais qui permet d'assurer la traçabilité de manière très fiable. Et donc tu peux assurer que telle personne est propriétaire de tel objet parce qu'il l'a acheté à telle personne, qu'il l'a acheté à telle personne. C'est le métier d'un notaire aujourd'hui en gros. Et les NFT, ça a un peu cette fonction-là. Et donc tu pourrais l'appliquer à tout type de. C'est vrai qu'on le voyait pas le mal pour sujet. les œuvres. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça permet de dire telle personne est propriétaire d'une œuvre. Alors aujourd'hui, on vend surtout des pixel art à plusieurs millions, mais voilà, Petit faut. singe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, il y a un truc très simple aussi, c'est par exemple les tickets de concert. Les billets de concert, en ce moment, ils peuvent être revendus très facilement, même si on met un nom dessus, c'est très facilement échangeable. Si tu l'inscris dans un NFT, il pourra pas être vendu. Enfin, il pourra pas être vendu si c'est pas l'envie clairement du ticket. Donc, il y a des utilisations, faut les trouver, il faut les développer. Bon, merci en tout cas, Thomas, pour ce coup de gueule. Du coup, n'allez pas voir ce film. Moi, ça m'a franchement donné envie de le voir en plus. Ah bah moi pas du tout, du coup j'écoute Thomas fidèlement. On a un deuxième coup de gueule, Nathan. Moi, mon coup de gueule est un peu plus vraiment lié au développement, c'est à la gestion des dépendances des librairies, notamment par exemple sur des gestionnaires de packages NPM, où parfois la définition des dépendances est faite avec un numéro de version variable. C'est que par exemple, un mois sur l'autre, si on installe le même projet, on peut se retrouver avec des versions différentes de packages, avoir des bugs un peu magiques de où ça vient. Et voilà, ça peut être des choses un peu problématiques sur lesquelles on se casse les dents pendant pas mal de temps, alors que c'est pas réellement de notre faute, quoi. C'est vrai. Philippe, un mot sur NPM? Non, je ne parle pas de NPM. On m'a interdit. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est comme PHP, c'est interdit. Il y a des mots que j'ai pas le droit d'utiliser. NPM, non, c'est pas Green IT. Ça télécharge 5 gigas. Tu démarres un projet React, tu as 5 gigas dans ton répertoire de nodes modules. Et t'as rien pour contrer ça? En fait, le but de base, tu as des fichiers comme le package-lock qui sont référencés à la racine de ton projet pour dire j'ai installé telle librairie en telle version, et qui fait que si tu partages ce fichier-là avec tous les membres de ton projet, théoriquement, je dis bien théoriquement, parce que c'est pas toujours le cas, ils devraient avoir les mêmes versions que toi pour les librairies qu'ils installent. Mais souvent, ce fichier-là, il est supprimé ou il est pas mis. Des fois, il y a un bug, ouais. on le supprime, on recrée. Et parce que des fois, tu as toujours les mêmes libs et qu'il y en a d'autres qui montent. Il y a toujours plein de problèmes liés à ça et on ne s'en rend pas toujours compte. La beauté Il de la faut voir que théorie. tout ce qui est la compilation et le déploiement, toutes ces phases-là dont on a amplement parlé, c'est quelque chose qui était inexistant en termes de temps passé il y a quelques années en arrière et aujourd'hui qui nous bouffe un temps stratosphérique, quoi. Espérons que ça s'améliore pour vous. On a enlevé les bugs dans les applicatifs pour mettre des bugs dans les pipelines. packages et les pipelines. Bon, on va passer à un truc de plus gai quand même. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, ça vaut mieux. Coup de cœur, Arthur? Coup de cœur. Oui, c'est plus gai, je ne sais pas, c'est pas forcément. En plus, c'est lié au serverless. C'est pour vous parler d'une librairie qui s'appelle Serverless. Voilà, bon, le nom n'est pas très original parce qu'on ne sait jamais trop de quoi on parle. Mais donc, c'est une librairie pour faire de l'infrastructure as a code. Donc, en gros, l'idée, ça va être grâce à un fichier YAML, de définir vos services d'infrastructure et qui vont être ensuite automatiquement déployés sur le cloud que vous souhaitez. Donc l'avantage de cette librairie, c'est que c'est du YAML et elle ça, gère... et ça, c'est un avantage. Et ça, c'est un avantage. D'accord. Non, et elle gère tous les providers de cloud qui existent, entre guillemets. Donc il y a les 3 plus gros qu'on ne citera plus, mais il y a aussi tous les autres petits qu'on ne parle pas, notamment ceux qui sont très présents en Asie, Alibaba, etc., qui chez nous ne fonctionnent pas du tout, mais qui fonctionnent beaucoup en Asie. Et donc voilà, je crois qu'il prend en charge plus d'une vingtaine de providers de cloud.
Et donc, en fait, en fonction de votre provider de cloud, c'est lui qui va se débrouiller pour créer tout, en fait, les services qui sont obligatoires, mais qui sont un peu, on va dire, compliqués à mettre en place, notamment tout ce qui est droit entre les fichiers, entre les services. Et donc, vous pouvez, grâce à votre YAML, créer toute votre infrastructure. Vous pouvez ensuite mettre vos fonctions, coder vos fonctions directement dans votre projet. Donc, pareil, dans n'importe quel langage que vous souhaitez, qui sera pris en compte par votre lambda derrière. Donc, vous ne pouvez pas mettre quelque chose qui n'est pas utilisé en lambda. Et ensuite, vous déployez, et ça va automatiquement... car vous avez mis vos crédentials vers le provider, ça va automatiquement créer toute la stack et ça va créer tous les services. Donc, ça, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez un fichier YAML d'une trentaine de lignes, ça va vous créer la quinzaine de services que vous n'avez même pas pensé parce qu'il fallait créer un droit IAM qui allait faire le lien entre vos deux services, parce qu'il faut les droits, etc. Et donc, ça permet d'avoir une stack qui peut être un peu comme un GitLab CI, d'avoir un CI/CD pour le serverless qui va créer toute votre infrastructure. Et c'est très, très puissant et c'est très pratique. Ça permet juste la création ou aussi la mise à jour? Si tu ça permet aussi fichier, la mise à jour. En fait, après, vous pouvez modifier le fichier. Vous avez du versioning, même votre code. Vous le mettez vraiment à la racine de votre projet. Donc, moi, il est un peu comme un GitLab CI que vous avez à la racine de votre projet. Là, vous avez votre serverless.yaml et il y a du versioning. Vous pouvez mettre à jour votre code, redéployer votre fonction. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez choisir quelle fonction vous déployez. Donc, si vous avez toute une appli avec 10 fonctions lambda, vous pouvez dire je veux redéployer cette fonction, je veux tester cette fonction, je veux redéployer ce service, etc. Et donc vous pouvez faire des choses très puissantes et c'est vraiment, ça évite de savoir en fait ce que vous allez devoir créer dans l'interface des providers de cloud qui peut être très compliqué. AWS, quand on ne connaît pas, on comprend rien. Surtout ce qui est casse-bonbon, c'est quand vous avez fait un truc sur AWS et que le client vous dit il faut partir sur Azure. Exactement. Et en plus, même là, votre stack, vous pouvez la changer de compte. Donc, vous pouvez avoir un compte que vous faites. Par exemple, nous, en développement, on peut avoir un compte chez nous pour faire les développements et les tests. Et ensuite, on peut l'envoyer sur un compte AWS d'un client, d'un autre compte. Et au lieu de devoir tout recréer à la main, d'oublier la moitié des droits, etc., vous rechangez juste vos crédentials et vous l'envoyez sur votre nouveau compte. Et ça permet de faire des trucs très modulables et très, très puissants. Donc voilà, c'est très, très agréable à utiliser. Votez Arthur. Votez Arthur, ouais, encore une fois. C'est bon. Là, j'ai encore une petite question, c'est est-ce que si jamais tu dois tout supprimer, tu peux dire à travers ce fichier-là, tout ce que tu m'as créé depuis le début, tu l'enlèves? Tu peux faire juste serverless remove et en fait, il va juste supprimer toute la stack. Donc tous tes éléments de stack, il va les supprimer dans l'ordre qu'il faut, donc en cascade parce que certains services ont besoin d'autres. Et donc, il va vraiment tout supprimer. Et il va même faire les choses un peu chiantes. Par exemple, quand vous voulez supprimer un S3, normalement, il faut vider le S3 avant. Et là, donc, il va vous vider votre S3, il va vous faire tout. Et donc, vous pouvez juste faire, en fait, serverless deploy, il va tout vous recréer. Et si vous, à la fin de votre journée, vous ne voulez pas payer ou vous avez fini vos tests, vous faites remove et votre stack, elle disparaît. Donc, voilà, moi, j'ai testé sur AWS, c'est très efficace. Et normalement, c'est prévu pour faire sur tous les clouds, tous les gros clouds en tout cas. Voilà. Vive serverless. Serverless. Et vive Arthur. Serverless avec le serverless. Ça marche. Merci Arthur pour ce coup de cœur. On va passer à la dernière rubrique avant de se quitter. L'actu des techos. À toi Théo. Effectivement, avant de se quitter, du coup, je vous ai préparé 3 actus. Donc la première, un peu une actu décalée, c'est donc le rachat de Twitter par Elon Musk pour la modique somme de 44 milliards de dollars. C'est le CA d'Axopen de 2 ans, non? Facile. On va faire une petite croissance. Non, mais ce qui est intéressant, surtout à l'autre niveau, c'est qu'il compte rendre public l'algorithme et le code source de Twitter sur un GitHub. Donc on pourrait peut-être vérifier s'il est vraiment optimisé et pourquoi pas s'en inspirer. Du coup, la deuxième actu, pour rebondir un peu sur la sécurité dans le serverless, on a identifié, donc début du mois d'avril 2022, le premier malware spécifique pour AWS Lambda. Super. C'est-à-dire, donc il a mis 2 mois à peu près à être découvert, c'est donc un wrapper basé sur du Go qui déploie des exécutables et qui va cryptominer sur les serveurs d'AWS Lambda. Ah oui, d'accord, c'est directement sur les serveurs de C'est ça, il va se baser sur les variables d'environnement de Lambda et il utilise un DNS via une connexion HTTPS cryptée, donc ce qui a rendu un peu plus long sa découverte. Oh là là, c'est beau. Donc niveau sécurité... Mais du coup, il a été résolu, il n'y a plus de problème maintenant. Actuellement, résolu sûrement, mais voilà, il a mis quand même un peu de temps à être découvert. Ils sont malins, hein. Ils sont malins. Et donc la dernière actualité, un peu plus tranquille, on va dire, ça va être la dépense mondiale de l'informatique, estimée par l'Institut Gartner. Je vais vous demander un chiffre, un prix, exactement. À votre avis, le prix des dépenses mondiales de l'informatique, tout secteur confondu. Je pense que ça se compte en centaines de milliards. Beaucoup plus. Oui, Je dirais
2000 milliards, c'est le PIB de la France. Donc, ouais, je dirais 20. Non, allez, vas-y, 2075 milliards. J'étais 76. Actuellement, ce chiffre a été revu à la baisse pour l'année 2022 à cause de dernières nouvelles, on va dire. Il est actuellement à 4400 milliards. Ah, on avait le bon ordre de grandeur. Ouais, on était. C'est qu'il y a quand même une augmentation de 4% par rapport à l'année 2021. Et donc, le secteur le plus en augmentation, c'est bien sûr les logiciels et les services informatiques. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Et les 4000 milliards, c'est pas nous. On en fait partie. Actuellement, 750 milliards juste pour les logiciels informatiques. Ok, c'est pas mal. On a encore de l'avenir devant nous. c'est ça, et puis je pense que... On va tout refaire en serverless. Ouais, voilà. Faire un petit contrat de 4000 milliards. Ça va continuer, quoi. Ok, bah écoute, merci pour ces actus Théo, et puis bah merci à tous pour avoir participé à ce podcast, et puis bah on se retrouve bientôt pour de nouveaux sujets, maintenant qu'on a été créatifs aujourd'hui et qu'on a plein d'ouvertures finalement pour les prochains podcasts. Merci et salut. Salut. Salut.